Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour une nouvelle projection à la salle Paderewski qu'on adore aussi, en plus du Capitole. Ce soir, vous avez la chance d'avoir Emmanuel Berco qui est là pour présenter Mon Roi. Et on a la chance aussi d'avoir Julie Evard de la RTS. Elles vont s'asseoir toutes les deux et on va avoir une conversation sur la carrière d'Emmanuel. Et un petit peu aussi sur Mon Roi, mais on ne va pas spoiler le film puisque vous allez le voir après. Donc, on vous remercie d'être là, on vous remercie de soutenir les rencontres 7e art. Il y a encore tout un programme tout le reste de la semaine avec des films incroyables, avec des rencontres incroyables. Donc, n'hésitez pas à aller sur la billetterie et de prendre vos billets. Et puis, je vous souhaite une bonne projection et une belle rencontre avec Emmanuel Berco et Julie Evard. On les applaudit. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour. On ne présente plus Emmanuel Berco. Hein. Tout ce que vous touchez se transforme en... Ça va? Ne nous quittez pas tout de suite. Se transforme en or. Vous êtes Non, pas du tout. Si, pas du tout. Si, vous soyez réalisatrice, scénariste, actrice. Vous avez d'ailleurs reçu le prix d'interprétation à Cannes pour votre rôle de Tony dans le film de Maïwenn, Mon Roi, qu'on verra tout à l'heure, ou que vous allez découvrir ou redécouvrir. Vous avez vraiment une touche à tout, l'une des plus talentueuses du cinéma français, c'est pas galvaudé, je le pense sincèrement. Je lisais, ou je vous entendais le dire même en préparant l'interview, que c'était pas votre passion première, le cinéma, que vous y êtes arrivé un peu par hasard, je mets des guillemets, et que c'était au début une nécessité. Et je me suis demandé en quoi c'était une nécessité pour vous. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Vous aviez loupé le conservatoire. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est plus le métier de réalisatrice qui est vraiment totalement imprévu. D'abord, c'est pas une vocation, dans le sens où j'entends toujours des acteurs ou des réalisateurs dire que ils ont toujours voulu faire ça, que c'est vraiment enfant déjà. Bon, c'est vraiment ce qu'on appelle des vocations. Bon, moi, malheureusement, ça n'en est pas une. Moi, ma première passion, c'est la danse. Donc, c'est quand même la scène, le spectacle. C'est la danse qui m'a amenée à découvrir le théâtre comme actrice, enfin, à jouer au théâtre. Dans le cadre de ma formation de danseuse, il fallait aussi faire du théâtre et du chant. Donc, j'ai découvert le théâtre. Et ça a été vraiment une vraie révélation pour moi. Et bon, comme vous le savez sûrement, c'est quand même très très compliqué de réussir dans ce métier d'artiste, en particulier d'acteur, parce qu'on est beaucoup, comme on dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc c'est vrai que c'était bon. Moi, j'ai décidé d'être actrice, et puis que c'était vraiment très difficile de gagner ma vie en faisant ça. J'ai raté le Conservatoire national d'art dramatique qui était vraiment mon but absolu. Donc ça m'a vraiment mis complètement désespérée. Et surtout, je faisais beaucoup de petits boulots. Et en fait, il y a une espèce d'engrenage qui existe quand on commence à devoir faire des petits boulots. C'est que on peut pas à la fois faire des boulots pour gagner sa vie et puis se démener pour essayer d'être acteur, quoi. Il y a quelque chose à un moment qui fait que ça devient vraiment compliqué. D'abord parce qu'on est très fatigué par les boulots qu'on fait à côté et que puis c'est pas du tout la même période. Là, je vous parle d'un truc qui était il y a, je sais même pas quel âge j'ai. Je vous parle d'un truc qui était il y a 40, enfin ouais, presque 40 ans et il n'y a pas tous les outils de communication qui existent maintenant. Et à l'époque, si vous ne faisiez pas le conservatoire ou si c'était très compliqué, il n'y avait pas de réseau. Enfin, pour avoir un agent, les directeurs de casting, on ne savait pas trop qui c'était. C'est très différent, quoi. On était un peu seul au monde quand même. Et quand je dis que c'est, je ne sais plus comment vous avez dit, une nécessité. Et moi, c'était très difficile pour moi parce que quand vous êtes acteur, c'est-à-dire, je me souviens quand on me disait tu fais quoi dans la vie, si je disais je suis comédienne, on me disait t'as joué dans quoi, et là en fait je pouvais pas enchaîner. Donc j'avais vraiment envie un jour d'être capable de répondre à cette question et que ce soit vrai. Bon, c'est vrai que j'étais un peu, je me suis dit mais je vais finir sans aucun mépris
pour ce métier, mais j'ai quand même vu le moment où j'allais être serveuse toute ma vie, et je me suis dit, mais là, il faut vraiment que tu te réveilles, il faut que tu prennes ta vie en main, parce que là, il y a quelque chose qui marche pas. Et j'ai eu un espèce de... Bon, c'est un peu une révélation, c'est un peu bizarre. Je me suis réveillée un matin et une petite voix m'a dit qu'il fallait que je passe le concours de la FEMIS, qui est donc une école de cinéma en France, qui est une école d'État, donc gratuite, etc. Une super école. Et j'ai passé ce concours. Bon, j'ai travaillé comme un chien, hein, mais je l'ai eu. Et ça a complètement changé ma vie dans le sens où ça m'a donné un métier que je n'avais pas avant. Et surtout, ça m'a donné un métier que je n'avais pas avant, c'est-à-dire du moment où j'ai fait cette école, au sein de laquelle on fait des courts-métrages, des moyens-métrages, etc., qui m'ont complètement après propulsé dans la vie professionnelle, parce que j'ai plus jamais arrêté de travailler du moment où je suis sortie de cette école. Mais j'ai aussi, et c'est là que, en fait, on dit toujours que c'est un métier où il faut passer dans le couloir au bon moment, quoi. Et c'est vrai qu'être à la FEMIS, ça m'a permis de rencontrer des gens, enfin en l'occurrence Claude Miller, Bertrand Tavernier, que je n'aurais jamais pu rencontrer sinon, et qui aussi m'ont tendu la main comme actrice. Donc en fait, ça a déclenché beaucoup de choses pour moi, mais c'est d'une certaine manière totalement accidentel parce que jamais, je suis rentrée à la FEMIS, j'avais quasiment 27 ans, donc jamais avant 27 ans, je me suis dit, eh ben, j'ai envie d'être réalisatrice, je vais faire des films. Pour moi, c'était impossible de faire des films, c'était réservé à je ne sais pas qui, mais enfin, pas à moi, quoi. Vous dites, quand vous parlez de la FEMIS, que vous aviez une liberté totale, et vous en parlez avec parfois émotion, en tout cas de cette période-là, qui était l'une des plus heureuses de votre vie, dites-vous, ces 3 ans. Cette liberté-là, on la perd avec le temps ? Ou c'est la période qui fait qu'on la perd ? On perd forcément, je ne dirais pas qu'on perd avec le temps, mais une école, c'est fait pour essayer, c'est fait pour se tromper. Vous n'avez pas peur de... Enfin, il n'y a pas l'idée de la il y a l'idée de... On a envie d'être le meilleur élève, on a envie d'être remarqué, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas l'idée de la performance dans une école parce que vous êtes là pour apprendre et pour essayer. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment l'endroit pour être libre, et c'est pareil pour l'école d'acteurs. C'est vraiment le moment d'essayer de faire plein de choses et de se casser la gueule, parce que vous n'avez pas d'enjeu économique. Le problème du cinéma, finalement, pourquoi c'est tellement dur, je trouve, enfin, je ne sais pas si vous trouverez des réalisateurs qui vous disent l'inverse, mais je trouve que c'est tellement dur de faire des films, c'est aussi parce qu'il y a une pression économique qui est quand même énorme. C'est-à-dire les films, ça coûte très très cher. Vous ne pouvez pas dire « Ah tiens, j'essaye ça, et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. » C'est beaucoup d'argent, et on peut pas... c'est plus le moment de faire n'importe quoi. Donc dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, effectivement, vous êtes là pour apprendre et pour expérimenter. Ensuite, quand vous rentrez dans ce qu'on appelle le système, alors après, on peut faire des films totalement autrement aujourd'hui, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas à l'époque. Aujourd'hui, si vous voulez faire un film avec vos amis, avec votre téléphone, vous pouvez le faire, et ça peut être absolument génial. Et surtout, ça peut rapporter beaucoup d'argent éventuellement. Mais moi, d'une certaine manière, je suis rentrée dans un système, puisque j'ai fait des films de façon très traditionnelle. Voilà, je suis rentrée dans un système qui est un système industriel, économique, et là, effectivement, il faut... c'est pas du tout qu'il faut essayer enfin, je veux dire, on ne fait pas des films... Si on savait comment faire des films pour attirer beaucoup de public, bon, on le ferait tous. Moi, j'ai eu des échecs énormes avec mes films. C'est pas ça, mais c'est qu'on est quand même dans un système, et c'est plus le moment de... Enfin, c'est un peu embêtant de dire ça, parce que Godard, il a expérimenté toute sa vie, mais c'est plus traditionnel. Voilà. Je trouve qu'on est quand même dans un chemin qui est plus tracé, où quand même on a envie... On a envie de trouver au fur et à mesure des films, en tout cas, parce que les premiers films, c'est pas très grave si ça marche pas, mais si vous faites 15 films qui marchent pas, au bout d'un moment, on va plus vous laisser en faire. Donc il y a quand même une démarche qui, à un moment, a envie de rencontrer le public, enfin de parler au plus grand nombre. Vous avez le même sentiment, la même volonté, évidemment, de parler au plus grand nombre, mais c'est... rater un film quand on est actrice, vous ne portez pas toute la responsabilité, mais quand vous êtes que actrice, c'est moins important que quand vous êtes évidemment réalisatrice, mais par rapport à votre carrière, l'impact est, vous ne pensez pas du tout la même chose ?
Alors, quand vous dites rater un film en tant qu'actrice, c'est jouer dans un film raté ou être très mauvais dans un film? Non, alors, non, mais vous galvaudez pas, je trouve que vous êtes l'une des plus douées, aussi en tant qu'actrice, vraiment pour moi. Donc non, c'est vraiment jouer dans un film qui, au montage, est raté, le montage est raté, ou peu importe. Enfin. Bah, ça, c'est... De toute façon, le métier d'acteur aussi, je le trouve parfois difficile pour ça. C'est pour ça que, d'une certaine manière, moi, en tant qu'actrice, je préfère le théâtre, parce qu'au théâtre, l'acteur, il est maître du jeu. Ce qui est parfois difficile quand on est actrice au cinéma, c'est que vous n'êtes pas... alors, vous donnez tout ce que vous pouvez sur le plateau, ça c'est la moindre des choses, mais vous n'êtes pas maître de ce qu'on va faire de votre travail. Et comme dans... Après, il y a une étape, et je le sais, parce que quand je fais mes propres films, le travail sur les acteurs, je le fais principalement au montage. Je monte très très longtemps. Mon travail au montage, c'est surtout un travail sur la direction d'acteurs. Et donc, c'est normal que les autres font pareil, mais parfois, je trouve que les choix n'ont pas été très bons. Je trouve que parfois, le travail des acteurs est abîmé par le montage. Je ne parle pas que de moi, là, parce que parfois, j'ai joué avec des partenaires que j'ai vu faire des choses et qui n'ont pas été choisis dans le film. Et souvent, je ne m'explique pas du tout les choix qui ont été faits par le montage. Donc, je pense qu'on peut totalement sublimer des acteurs au montage, comme on peut totalement les abîmer. Donc ça, des fois, ça me met un petit peu en colère quand je sens que le monteur et le réalisateur ou la réalisatrice, parce qu'il monte son film aussi, ils n'ont pas eu le sens du travail de l'acteur. Ça, parfois, ça peut vraiment m'énerver. Mais donc la direction, décevoir. La direction d'acteur se fait essentiellement au montage. Ça, c'est pour moi, c'est ma façon de travailler. Ah oui. Mais oui. Parce que sur le moment, quand même, la direction au moment du tournage est très important aussi. Il est très important aussi, et je fais absolument tout ce que je peux, mais d'abord, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas toujours des acteurs qui travaillent énormément non plus, parce qu'il faut être honnête. Hein, il y a des acteurs qui viennent un peu les doigts dans le nez et qui pensent que leur simple nature suffit. On ne vous demandera pas de nom. Non, je n'aurai jamais de nom, mais il y en a quand même pas mal. Et donc après, mais c'est pas que ça, c'est que je suis passionnée par les acteurs, je suis passionnée par le jeu, et que donc au montage, vraiment, je travaille, je dirais ça, c'est presque un travail d'orfèvrerie pour les rendre, parce que je les aime aussi, hein, parce que je travaille avec des gens que j'aime, pour les rendre le mieux possible. Et ça, parfois, c'est pour vous donner un exemple, c'est pour ça que c'est un travail qui est très très long. D'abord, il faut très bien connaître les rushs, c'est-à-dire qu'il faut les regarder. Moi, je viens par exemple tous les week-ends pour revoir tous les rushs toute seule, pour être sûre de ne pas être passée à côté de quelque chose. Et par exemple, quand le type de travail que je peux faire, c'est que pour une réplique, un dialogue, je vais aller prendre une syllabe dans une prise, une autre syllabe dans une autre prise, un mot dans une troisième prise, le quatrième mot dans une autre prise. C'est vraiment de l'orfèvrerie, je dirais. Et c'est pas qu'on... Enfin, je veux dire, on fait quand même avec la matière de ce qu'a donné l'acteur, mais on transforme un peu le moment. Au théâtre, c'est le moment. Vous jouez, les personnes qui vous ont vu à ce moment-là, ils ont vu ce que vous avez donné. Ils n'ont vu que ce que vous avez donné. Au cinéma, on a cette possibilité de transformer ce que les acteurs ont donné et de servir de façonner toute la matière qu'ils ont donnée en autre chose. Benoît Magimel, qui a reçu le César du meilleur acteur pour De son vivant, votre film, dans lequel il jouait un homme de 39 ans en fin de vie atteint du cancer du pancréas. Il dit de vous, je crois qu'il l'a dit quand il a reçu le César, que vous lui avez sauvé la vie. Et c'est vrai qu'il était un peu dans un down, puis depuis, on connaît sa carrière. Il y a aussi Rod Parado, son nom m'échappe, c'est juste, hein, le jeune garçon qui jouait dans La tête haute. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez de faire que l'acteur, l'actrice soit au mieux dans votre film. Enfin, vous le faites pour vous, évidemment, c'est votre film, mais vous le faites aussi en conscience avec les acteurs et les actrices. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ma question est un peu tordue, mais... Ouais, mais je le fais parce que j'aime les acteurs avec qui je travaille.
C'est-à-dire que pour moi, le choix des acteurs, c'est... En fait, j'ai tout le temps un truc qui peut paraître un peu violent, mais je m'en fous un peu des acteurs, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes, les êtres humains que je vais filmer, et j'ai besoin de les aimer. C'est-à-dire, d'abord, j'ai besoin que ce soit des belles personnes. J'ai pas envie de travailler avec des gens méchants, des gens désagréables. Ils peuvent être les meilleurs du monde, je vais jamais travailler avec eux. J'ai envie de travailler avec des gens que j'aime et que donc j'ai envie de filmer et que j'ai envie de raconter quelque chose sur ce qu'ils sont en tant que personne, pas en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, j'aime autant travailler avec des non-professionnels qu'avec des acteurs. Donc pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'ils vont donner de la personne qu'ils sont profondément. Et donc, effectivement, quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de le sublimer et de le tirer vers le haut. C'est ce que je fais. Parce que je tourne quand même beaucoup avec les mêmes personnes, en l'occurrence Magimel et Deneuve. Et c'est vraiment... Enfin, je trouve que le choix d'un acteur, de toute façon, il y a quelque chose dans le choix d'un acteur qui est presque de l'ordre du sentiment amoureux. Parce qu'on ne sait jamais... Ça m'arrive de faire des castings où je vois beaucoup de monde, etc. Et pourquoi je vais prendre cet acteur-là plutôt qu'un autre ? Je ne suis pas capable de l'expliquer en général. Parce que je ne vais pas forcément prendre le meilleur. Je ne vais pas prendre celui qui a fait les meilleurs essais. Je vais prendre celui qui m'a le plus touchée et dont je sens que c'est une personne humaine avec qui je vais avoir du plaisir à passer du temps. Mais ça reste très instinctif, donc. Bah, c'est pour ça que je vous dis, c'est de l'ordre du sentiment amoureux, parce qu'on ne sait jamais expliquer pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un, et pas de la personne qui était assise juste à côté. C'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Et je trouve que la relation avec les acteurs, le choix des acteurs, parce que c'est capital, le choix des acteurs, il est vraiment de cet ordre-là, de quelque chose qui est indicible et qui est... Et vous ne vous êtes jamais trompé, vous n'avez jamais été déçu? Si, bien sûr, je me suis trompée. Oui, bien sûr. Si, bien sûr, ça arrive comme dans les relations amoureuses. Ah bon? Comme le film que vous allez voir. Il arrive que ça se passe mal, ou qu'on se soit effectivement trompé. Mais non, ça ne m'est pas arrivé très souvent. Donc, en effet, vous parlez de Catherine Deneuve, vous avez écrit « Elle s'en va », le premier rôle où vous l'avez dirigé, pour travailler avec Catherine Deneuve. Et maintenant, je me suis perdue, je ne sais plus où je voulais en venir. C'est formidable. Non, mais donc vous aviez... Par exemple, pour rebondir sur ce que vous dites là, par exemple, Elle s'en va, je l'ai écrit pour Catherine Deneuve, donc c'est quand même beaucoup de travail d'écrire un scénario. Là, ça a dû me prendre quand même 1 an. Mais si elle avait dit non au film, j'avais prévenu les producteurs que je ne ferais pas le film si elle disait non. C'est-à-dire que je ne voulais pas le faire avec quelqu'un d'autre, c'était pour elle. Sinon, je ne faisais pas le film. Donc c'est quand même particulier. D'abord, j'ai de la chance d'avoir des producteurs qui ont été me suivent dans ce genre de délire un peu. Et puis surtout, j'ai eu la chance qu'elles disent oui, ce qui n'a pas été tout de suite évident. Mais voilà, pour moi, c'est capital. C'est pas un acteur ou un autre, quoi. C'est cet acteur et c'est tout. Et j'ai retrouvé le fil de ma pensée, vous voyez. Et donc, pour vous, c'est plus important le désir de travailler avec un acteur est plus important que le désir de raconter une histoire. Ah ouais, totalement. Moi, je pense que j'ai jamais fait ce métier pour raconter des histoires. J'ai toujours fait ce métier pour filmer des gens. Et je dirais même plus pour travailler avec des acteurs. Et à ce moment-là, je m'interroge moi-même, je me dis oui, mais tu aurais pu faire de la mise en scène de théâtre. Parce que c'est travailler avec des acteurs. Alors pourquoi les filmer? Et je pense que oui, c'est vraiment filmer des gens qui m'intéresse. C'est-à-dire capter quelque chose à travers la caméra, la relation entre cette personne-là et la caméra, c'est capter quelque chose. Par ailleurs, j'aimerais beaucoup aussi faire de la mise en scène de théâtre, mais il y a quelque chose entre filmer vraiment des gens. Mais c'est vrai que raconter des histoires, pour moi, ça vient vraiment après. Et donc moi j'avais vu un fil rouge dans votre carrière. Vous parlez beaucoup de gens ordinaires dans des combats extraordinaires. Donc ça c'est moi qui me le suis fantasmé, où il y a quand même ce désir de raconter des choses véridiques, un peu comme des combats. Je pensais notamment à La fille de Brest. Vous reveniez sur le scandale du Mediator, le médicament. Enfin, votre rôle dans, ça c'était pas vous, mais le rôle dans Goliath, où vous jouez une ouvrière militante, le film de Tellier. Il y a quand même cette volonté-là de raconter des choses vraies, enfin d'utiliser le cinéma comme un outil, pas politique, mais en tout cas un engagement véridique. En tout cas, aujourd'hui, parce que dans un travail comme ça, là, ça fait, je sais pas, peut-être 30 ans que je fais ça, oui, 30 ans.
on évolue énormément. Et c'est vrai que moi, au début de mon travail, d'abord, ce qui m'intéressait, c'était les adolescents. J'ai fait beaucoup de films d'affilée avec des adolescents en rôle principal. J'étais vraiment, sans d'ailleurs pouvoir me l'expliquer, mais très, très attirée, très inspirée par l'adolescence. Et puis aussi beaucoup, quand même surtout des histoires d'amour, souvent impossibles, etc. Et puis j'ai complètement vrillé, en fait, au bout d'une quinzaine d'années. Ça m'intéresse plus du tout ça. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais c'est plus ce qui m'inspire aujourd'hui. J'ai découvert que ce qui m'inspire, c'est en fait de partir vraiment du réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un film où je vais pas avoir besoin d'aller découvrir un univers que je connais pas, ou enquêter, ou faire presque un travail de journaliste, en tout cas, aller m'imprégner d'un univers que je connais pas. Si j'ai pas ça, ça m'intéresse pas tellement de faire des films. J'ai vraiment besoin aujourd'hui d'aller transmettre quelque chose que j'ai pu voir dans le réel au public. Par exemple, si on prend l'expérience de Son Vivant, j'ai quand même eu la chance de passer plusieurs mois auprès d'un grand cancérologue, d'être dans les salles, dans sa salle de consultation quand il reçoit des gens qui vont mourir, etc. Donc c'est fou d'assister à ça. Et il y a l'envie de se dire, moi j'ai la chance d'assister à ça parce que ce que ça vous raconte sur l'humanité est immense, en fait. C'est un terrain d'observation vraiment fantastique, pas que pour le travail, mais pour soi-même aussi. Et après, on a envie de raconter ça aux gens, enfin de dire, je vais essayer de vous restituer ce que j'ai vécu dans ce service de cancérologie à travers ce film. Et parce que tout le monde ne peut pas comme ça assister, enfin sauf quand on le vit malheureusement pour soi-même, mais on ne peut pas assister ou d'être dans le bureau des juges des enfants qui est à huis clos. Toutes ces scènes que j'ai vues et que j'oublierai jamais de ma vie, enfin qui m'ont complètement aussi modifiée. Vous parlez de la tête haute là aussi. On a envie de le faire partager aux gens et le cinéma pour ça c'est merveilleux. Mais j'ai besoin effectivement de cette prise très forte avec le réel maintenant pour faire des films. Sinon, en tant que spectatrice, moi j'adore aller voir des histoires d'amour ou des choses qui sont même fantaisistes. J'adore les comédies. De toute façon, je suis très bon public, donc j'aime énormément de choses. Mais moi, en tant que réalisatrice, ça m'intéresse plus tellement de raconter des choses qui ne sont pas directement en prise avec le réel. Mais le documentaire ne vous intéresse pas ? Si, beaucoup, mais je trouve ça très difficile. Mais vous avez songé à en faire ? Non, mais j'ai pas songé à en faire parce que quand j'étais à la FEMIS, on a une partie de nos études qui est dédiée au documentaire, donc j'ai dû en faire un. Je trouve ça vraiment hyper difficile. Moi, j'adore ça en tant que spectatrice, le documentaire, mais à faire, je trouve ça c'est très difficile. Et je trouve, en fait, finalement, moi, ce que je fais dans mes fictions aujourd'hui, c'est proche du documentaire, sauf que je fais jouer par des acteurs ou des non-acteurs, mais des gens que j'ai choisis, des situations très proches du documentaire. Mais c'est très différent que de filmer des gens. Par exemple, si j'ai fait un film sur des gens quelqu'un qui va mourir du cancer, j'aurais pu faire un documentaire sur un homme qui va mourir du cancer. Mais je trouve que c'est très difficile de trouver sa place en tant que cinéaste quand on filme le réel, parce que pour pas être voyeur, ou pour pas être... Moi, je suis quelqu'un de très pudique, donc j'ai toujours l'impression de voler les choses. Hein. J'ai toujours l'impression de quelque part voler un peu la vie... enfin, les documentaires que je pourrais faire, qui seraient évidemment qui ne seraient pas des documentaires élaborés, écrits, etc., qui seraient des documentaires qui saisissent le réel. Je ne sais pas si je saurais trouver la bonne place. Peut-être j'en ferai un jour, mais je trouve que c'est très, très difficile. C'est le plus bel exercice quelque part. Enfin, le cinéma il vient de là quand même. Aussi au départ on filmait des vraies choses et puis après des gens ont dit tiens on va inventer des histoires et on va. Mais c'est très très fort les documentaires. C'est dur de trouver, je trouve, le bon point de vue et la bonne distance. Quel est votre héritage familial ? Votre père était chirurgien cardiaque, votre oncle était éducateur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient de quand vous étiez petite, dans ce que vous racontez ? Dans les films que j'ai faits récemment, oui, parce que j'ai fait ce film sur la justice des mineurs parce que j'avais un oncle éducateur et que quand j'étais enfant,
il m'avait emmené dans un camp qu'il faisait avec des jeunes délinquants et que moi, en tant que petite fille bien protégée, bien élevée, j'avais été totalement bouleversée en fait, de découvrir qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas la chance que j'avais. Donc ça m'a énormément marqué. Et je pense qu'effectivement, peut-être 30 ans plus tard, si j'ai fait ce film, ça venait de là, parce que j'avais 8 ans à peu près. Ça venait de là, ça j'en suis sûre. Donc comme quoi les choses, Et après j'ai fait 2 films d'affilée dans l'hôpital. Donc La fille de Brest sur l'affaire du médiateur et de son vivant sur cette histoire de jeunes hommes qui meurent d'un cancer. Et je pense que c'est quand même assez lié avec le fait que j'ai toujours été, par le travail de mon père, et très longtemps je voulais être moi aussi chirurgien, donc totalement fascinée par l'univers hospitalier, ce métier incroyable qui est d'être médecin. Oui, c'est évidemment, on peut pas, je serais malhonnête de dissocier les films que je fais avec quand même toutes ces choses qui ont marqué mon enfance. Et à quel moment vous avez abandonné l'idée d'être chirurgienne ? J'ai abandonné l'idée d'être chirurgien, c'est marrant parce qu'on en parlait ce matin, juste avant le moment où il fallait vraiment choisir quelle direction je prenais, donc vers 17 ans ou 16 ans. Parce que c'est mon père qui m'en a dissuadé bizarrement, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de femmes chirurgiens, ou très très peu. Parce que justement je disais ce matin que moi j'ai jamais été choquée qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes cinéastes, parce que pour moi c'est comme dans tous les autres métiers, les femmes viennent plus tard et les portes... et s'ouvrent les portes à différents métiers plus tard, et qu'il n'y avait pas de femmes chirurgiens, il y avait peu de femmes cinéastes, c'est normal, enfin je veux dire c'est normal, la société est faite de cette manière et elle avance, et maintenant il y a plein de femmes chirurgiens comme il y a plein de femmes cinéastes, mais bon, à l'époque où je me posais la question, il y avait très peu de femmes chirurgiens, et je ne sais pas pourquoi, c'était un métier quand même très difficile, et mon père je le voyais très peu, etc. Et lui-même m'a dit que pour une femme, alors peut-être c'est une vision un peu rétrograde aujourd'hui, mais il me disait que pour une femme, c'était un métier sans doute extrêmement difficile et où j'aurais très peu de temps, si j'avais envie d'avoir des enfants, à consacrer à mes enfants. Il m'avait dit des choses comme ça qui avaient fait que j'avais renoncé, mais encore aujourd'hui, je regrette des fois. Vous le disiez, le cinéma, comme toute la société évolue, il y a plus de femmes réalisatrices, il y en a plein, il y a plus de rôles pour les femmes de plus de 50 ans. Pour vous, qu'est-ce qui est si tant est que quelque chose soit difficile, c'est plus difficile d'être malgré tout une réalisatrice dans un milieu encore très masculin, ou c'est plus difficile de vieillir en tant qu'actrice ? Être réalisatrice dans un milieu très masculin, moi j'en ai jamais éprouvé les obstacles. Moi, le fait d'être une femme n'a jamais été même un sujet. Et il est devenu parce qu'on me pose tout le temps la question, mais sinon c'est quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé, puisque je n'ai jamais ressenti que c'était un obstacle. Et je dirais même au contraire, pour moi, d'être une femme dans ce métier. Mais vraiment jamais, jamais, jamais. Donc ça, je ne peux pas en parler. Je peux parler que de ce que j'ai vécu. Je ne dis pas que pour d'autres, ça n'a pas été plus difficile. Pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Comme une actrice qui vieillit, ça c'est sûr que ça c'est un vrai sujet en revanche. Non mais aujourd'hui il y a plus de rôles pour les femmes de plus de 50 ans. Ouais. Mais comme je disais, je vais dire quelque chose de pas très politiquement correct encore une fois, mais parce qu'on en parlait ce matin avec une journaliste, il y a plus de rôles pour des femmes de 50 ans pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a plus de réalisatrices et que donc les réalisatrices elles ont sans doute plus de sensibilité à représenter des femmes même qui sont plus âgées qu'elles. Enfin, elles se projettent peut-être plus, ou je ne sais pas, il y a sûrement des choses qui s'ouvrent de ce point de vue-là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a nettement changé, c'est qu'avant, vous lisiez toujours un scénario, François, 60 ans, non, souvent c'est François, 50 ans, et entre parenthèses, c'est Daniel Auteuil qui en a 70. Et puis après, il est marié avec Marianne qui a toujours 25 ans. Vous ne lisez jamais de scénario où en fait des gens du même âge vivent ensemble, donc au bout d'un moment, moi je me mets à la place du public, on a envie aussi de se voir représenté à l'écran, donc tout le monde ne vit pas avec des femmes de 30 ans plus jeunes que soi. Et parfois même on vit avec des femmes plus vieilles. Et des femmes plus vieilles, donc ça c'est un travers qu'avait le cinéma, je trouve, qui est vraiment en train de changer, dans le sens où maintenant on peut voir des couples, enfin de plus en plus, je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a toujours eu des exceptions, mais maintenant de plus en plus, effectivement,
on peut voir des couples qui sont des personnes du même âge et du coup, ça donne des rôles à des femmes de plus de 50 ans qu'avant on donnait à des femmes de 25 ans. Ça, c'est la vérité. Mais en revanche, moi, j'ai toujours un problème quand là, j'entends dire « mais regarde les rôles, regarde aux États-Unis, là, on parle de Demi Moore, évidemment, mais regarde tous ces rôles pour des femmes plus âgées. » Mais pour moi, c'est un peu biaisé tout ça parce que ce sont des femmes qui ne font pas leur âge, qui ont fait en sorte de faire 20 ans de moins que leur âge. Et donc, il y a encore un problème. Parce que ces femmes, elles tournent beaucoup, mais elles font 20 ou 30 ans de moins que leur âge. Elles sont retouchées à l'écran. Et donc, ce n'est pas des femmes qui portent leur âge. Des actrices qui portent leur âge à l'écran, franchement, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que cette question-là, elle n'est pas tout à fait réglée, ou en tout cas, elle est quand même biaisée par le fait que ces soi-disant rôles de femmes vieillissantes, elles sont incarnées par des femmes qui font 40 ans, quoi. Mais vous-même, vous auriez envie de faire tourner ces femmes vieillissantes qui non, sont moi pas non. Moi, non. Je peux pas... Enfin, si vous voulez parler de... Enfin, il faut vraiment parler du sujet. La chirurgie esthétique, pour moi, est un vrai problème chez les actrices parce que c'est très difficile, quand même, à filmer. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet, quoi. C'est vrai que je vais avoir du mal à quand même... filmer des actrices dont la chirurgie esthétique est évidente parce que parfois ça colle pas du tout avec le personnage. Le personnage, il faut, pour moi, si je prends une actrice qui a visiblement fait de la chirurgie esthétique, il faut que le personnage ce soit crédible qu'il ait fait de la chirurgie esthétique. Je peux pas donner un rôle de femme de ménage qui gagne le SMIC et qui s'est fait entièrement refaire le visage. Ce n'est pas crédible. Là je grossis le trait, mais en vrai, c'est un vrai sujet. Et donc moi, oui, j'ai un vrai problème avec ça. Il y a des actrices que j'aimais beaucoup, mais que à qui je ne pourrais pas proposer de rôle à cause du fait qu'en fait, elles n'assument pas. Je ne sais pas, après tout, je sais pas ce qu'elles ont dans la tête, mais enfin, en tout cas, il y a une telle pression pour les actrices et pour continuer à avoir des rôles que... quelque part, il faut toujours avoir l'air jeune. Et ben non, à un moment, on va avoir besoin aussi de filmer des femmes qui portent leur âge sur leur visage. Il y en a, hein, évidemment. Et puis, je pense que dans ma génération, même grâce à l'exemple de personnes comme Kate Winslet, dont la parole est très importante, je pense que ça peut aussi un peu changer et que les femmes vont se laisser vieillir. En plus, souvent, elles sont splendides. Donc elles vieilliront de façon probablement splendide. Et que, voilà, mais pour moi, en fait, il n'y a pas tant de rôles que ça pour des femmes de plus de 50 ans. Il y a beaucoup de rôles pour des femmes de plus de 50 ans qui en font 45. Tout bouge. Il y a MeToo qui est passé par là. Est-ce que vous revisitez votre vie, mais aussi votre carrière, que ce soit vous en tant que réalisatrice ou en tant qu'actrice, à l'aune du MeToo? Est-ce que ça a changé quelque chose aussi dans votre façon de fonctionner à vous? Moi, j'ai pas fait de film depuis. En tant que réalisatrice, j'ai pas fait de film depuis que ce qu'on appelle la vague MeToo est passée. Donc, je suis tout à fait consciente que le prochain film que je vais faire, il va y avoir des changements sur ce que je connais sur les plateaux. Ça, c'est sûr que les choses ont changé. C'est évident. Je le vois quand même. J'ai quand même pas mal tourné en tant qu'actrice ces dernières années. Donc, je le vois. Il est certain que j'aurais certainement pas fait mes films ou pu faire mes films comme je les ai faits. Les films que j'ai faits avant, j'aurais pas pu les faire. Parce qu'ils étaient toujours très touchy quand même sur... d'abord parce que j'ai beaucoup tourné avec des adolescents à qui j'ai fait faire des choses difficiles, alors dans le pur respect de leur personne. Ça, alors là-dessus, je suis tout à fait tranquille et sereine avec moi-même. Mais c'était toujours quand même assez osé, les films que j'ai faits quand j'ai démarré, en tout cas. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ce serait très compliqué, ne serait-ce que de faire ces films-là, tout simplement. Maintenant, il y a une espèce d'organe de surveillance sur les tournages. Alors, moi, je ne l'ai pas encore éprouvé, mais je vais l'éprouver sur le prochain film que je fais, puisqu'il y aura des mineurs. Avant, quand il y avait des mineurs, il fallait une autorisation de la DAS, évidemment, pour les faire tourner. Et puis les parents, souvent, sont présents, mais c'est tout. C'était quelque chose, c'était assez chaleureux et simple. Maintenant, il y a une forme d'organe de surveillance, et ça, c'est très bien.
Mais je sais très bien que ça va être différent parce moi, je sais que dans ma façon de faire, par exemple avec Rod Parado, bon, il était Rod Parado qui joue dans La Tête Haute, donc il était majeur, il venait d'avoir 18 ans. Mais c'est vrai que pour obtenir ce qu'il fait à l'écran et qu'il est content d'avoir fait, il a eu un César, etc. Bon, bah, des fois, ça a chauffé vraiment très fort entre nous. Enfin, je ne l'ai jamais frappé. Mais je sais que Catherine Deneuve me disait souvent, vous êtes très dur avec lui et tout. Ben, j'étais obligée d'être dure parce que pour l'amener là où il fallait qu'il aille, vraiment, j'étais obligée d'être dure, une fois de plus, dans le respect de sa personne. Mais enfin, on est là pour travailler, puis en toute connaissance de cause, parce que j'ai été très claire avec lui avant de le choisir sur ce que c'était que de faire un film, en tout cas de porter un film sur ses épaules. Et si j'avais pas fait ça, il ne serait pas comme il est dans le film, ça c'est une évidence. Et il n'aurait pas eu le César, c'est aussi une évidence. Enfin, je le sais, c'est pas prétentieux. J'ai eu besoin de le pousser en respectant une fois de plus sa personne. Bon, bah, je sais que le film que je vais faire là, je ne peux plus, en fait. Il y a une petite appréhension alors. Hein, il y a une petite appréhension alors. Non, mais je ne peux plus travailler comme ça parce que ça peut être considéré comme d'une forme de brutalité, mais qui pour moi fait partie en fait Le cinéma, c'est intense. C'est intense, tout le monde doit... c'est comme si une journée de cinéma, c'est comme s'il n'y avait rien d'autre qui compte plus au monde ce jour-là que ce qu'on est en train de faire. Et tout le monde se donne à fond sur un plateau de cinéma. Il y a une course contre la montre, déjà, tout le monde est quand même... c'est très stressant, c'est très prenant, on est tous un peu en transe dans la puissance qu'il faut déployer, la puissance de travail qu'il faut déployer. Et ça, c'est aussi bien l'équipe technique que le réalisateur que les acteurs, s'ils sont vraiment investis dans ce qu'ils font. Et donc, on n'a pas le temps non plus de faire des courbettes et de discuter 45 heures de telle réplique. Donc, des fois, c'est vrai que on se parle de façon un peu brutale, un peu véhémente, mais pour moi, ça fait partie du métier. Moi, je trouve que tant qu'on n'est pas maltraité, moi, je n'accepte pas d'être maltraité, mais en revanche, je comprends très bien que sur un tournage, ça puisse être parfois un peu brutal, qu'on peut un peu sortir de ses gonds. On est quand même dans des états émotionnels qui sont quand même très forts, tant pour le réalisateur que pour les acteurs. Et donc, moi, je trouve que ça fait partie du cinéma, parce qu'on dit aujourd'hui Piala, il pourrait plus faire de films. Bah évidemment qu'il pourrait plus faire de films, mais en fait il faisait rien de mal. Il était simplement enfin je dis ça comme si j'avais été sur ces tournages. J'ai pas été sur ces tournages, mais on sait qu'il avait une façon, parce qu'on a vu des documentaires où il avait une façon de travailler qui était, on n'est pas là pour faire du crochet quoi. Il faut donner le meilleur de soi-même, il faut y aller, et des fois on peut être un peu dire un truc de façon un peu comme ça organique, et c'est pas grave parce que de toute façon tout le monde s'y retrouve à la fin, parce qu'on fait toujours les choses pour que tout le monde soit le meilleur et donne le meilleur de lui-même. Donc moi je regrette qu'aujourd'hui peut-être les choses se formatent un peu et qu'il faille prendre 10 000 pincettes dès qu'on veut dire quelque chose à quelqu'un. Bon, je sais pas, je vais voir sur le prochain film, mais honnêtement je suis pas très sereine sur le prochain film de tourner avec beaucoup de mineurs et de savoir que je vais avoir des gens qui surveillent comment je leur parle, parce que dans le sens où si on respecte l'être humain, comme j'ai toujours fait sur les tournages, je trouve qu'on devrait être libre de travailler de la manière dont on l'entend. On encense plein de metteurs en scène dont le travail passe par une forme de... Ils sont dévorés par leur passion, et forcément, mais ils font passer aussi quelque chose là-dedans. Et souvent, les acteurs sont très très bons avec ces gens-là. Donc c'est qu'il y a quand même... C'est une relation à double sens. C'est pas que tout le monde est gagnant en fait dans cette façon de travailler souvent. Une fois de plus, j'exclus la maltraitance. Il est inacceptable d'être maltraité à n'importe quel prix et pour quelque rôle que ce soit. Mais voilà, moi j'aime les gens passionnés, ça me dérange pas, même en tant qu'actrice, d'être un peu bousculée si je ne suis pas maltraitée. Et je trouve qu'on va peut-être perdre ça et que écoute, on va voir. Et donc, travailler avec Maïwenn, dont on va voir tout à l'heure Mon Roi, elle est intense, c'est bousculant, comment c'est ? C'est bousculant, c'est quelqu'un qui, de toute façon, elle cherche d'abord, elle est animée elle est dévorée par le film qu'elle fait. Elle cherche quelque chose
cru, dans le sens où elle veut pas que vous jouiez quelque chose, ça l'intéresse pas du tout, elle veut que vous donniez quelque chose de vous-même. C'est sûr que si vous êtes là pour être un petit peu tranquille, dire vos quelques répliques et puis rentrer chez vous peinarde, c'est pas du tout... finalement, c'est un cadeau quand même de faire ce genre en tout cas d'expérimenter ce genre de méthode de travail qui demande beaucoup de vous-même. Parce que là, ça dépasse pour moi le film que vous allez voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Ça dépasse ce qu'on demande la plupart du temps aux acteurs. C'est que là, tout est improvisé, donc on n'a pas appris un texte qu'on va dire. Il faut on ne sait pas ce qui va se passer, et on ne sait pas ce que l'autre va dire. Donc tout se crée vraiment dans l'instant de la prise. Alors après, il y a le montage et elle choisit ce qu'elle montre, ce qu'elle raconte, etc. Mais nous, on est obligé de se donner entièrement pendant 45 minutes. Si la prise dure 45 minutes, il n'y a pas possible de tricher il faut se livrer. Et il faut être totalement disponible et être dans un lâcher-prise total. Donc, en tant qu'acteur, si on aime vraiment ce métier, si on aime vraiment le jeu, et si on cherche vraiment à toucher quelque chose de profond dans le fait d'être acteur, eh ben c'est extraordinaire. Parce que d'abord, vous vivez pas ça 1000 fois dans une vie. C'est vraiment une méthode de travail très particulière. Elle n'est pas la seule à pratiquer cette méthode, mais en tout cas... moi, c'est la seule fois où j'ai eu à la pratiquer, et c'est quand même un énorme cadeau pour un acteur aussi, parce que vous avez l'espace total pour vous exprimer. Pour qu'on comprenne bien, il y a un point A, un point A et un point B, et en fait, bien sûr, elle a un scénario, elle a une histoire. Dans chaque scène, elle sait ce qu'il faut raconter, mais elle ne veut absolument pas qu'on dise des dialogues qui ont été écrits pour présenter le scénario et financer le film, etc. On n'a absolument pas le droit de dire des répliques qui sont écrites, et on ne sait pas ce que l'autre va faire, surtout. Moi, je ne savais jamais ce que... Vincent Cassel, le matin, par exemple, il arrivait, il ne savait même pas ce qu'on tournait. Ce qui est... je veux dire, il a le droit, il n'a pas de texte à apprendre, donc il demandait, on tourne quoi aujourd'hui ? Et moi, je ne savais pas du tout ce qu'il allait faire. Et moi, ce que j'allais faire, ça allait dépendre complètement de ce qu'il allait faire. Et vice-versa, enfin... Donc elle demandait que vous donniez quelque chose de vous, elle demande à ce que tous les acteurs et actrices donnent quelque chose d'eux. Là, vous jouez une femme amoureuse qui est en prise avec un homme, un pervers narcissique, je crois qu'on peut le dire, sans rien spoiler. Vous êtes allé chercher où ? Comment on se prépare justement à quelque chose qui n'est pas écrit, ou on doit aller chercher en soi ? Si, je savais quand même, c'était pas écrit, mais je savais ce que ça racontait. Et donc on se prépare quand même. Comment moi, je me suis préparée parce que moi, c'est ma façon de faire, mais je veux dire, je pense que Vincent s'est pas préparé. Enfin, chacun a sa façon. Moi, à partir du moment où j'étais très loin de ce personnage et que je savais que j'allais devoir tout donner de moi-même, et il fallait que je trouve le bon chemin pour tout donner de moi-même, mais en étant le personnage, parce que moi, je vais jamais agir comme agit ce personnage. Donc, il fallait que je trouve ma vérité en étant totalement pas moi. Donc c'est là où j'ai fait quand même tout un travail préparatif, où je me suis construit une psychologie de ce personnage pour pouvoir jouer de façon totalement authentique au moment où on tournait. Parce que si je joue en tant que moi-même, la plupart du temps, déjà, j'aurais rien dit. Donc ça, c'était pas possible. Mais... moi, je suis pas quelqu'un qui parle spontanément beaucoup et tout. Enfin, là, oui, mais... Dans la vie, je suis vraiment pas quelqu'un qui est de la communication. Donc là, avec Maïwenn, c'est pas possible. Donc il fallait vraiment que j'ai préparé tout un terrain. C'est comme si je me suis fait une autre personne, mais qu'il fallait que j'aille à fond avec ma... Bon, moi, je suis quelqu'un de très émotif. Donc c'est pas très difficile pour moi de lâcher les vannes des émotions, puisque malheureusement, elles sont tout le temps un petit peu débordantes. Enfin, malheureusement dans la vie, heureusement dans le cinéma. Donc ça va, ça c'était pas... Après, j'ai jamais vécu une histoire comme ça, j'ai jamais été maltraitée par un homme de toute ma vie. C'est pas des choses que je connais, mais tous les acteurs qui sont là vous le diront, on est capable de jouer des choses qu'on a même... Enfin, je veux dire, on joue moi, ça me paraît toujours fou quand même, ce métier. Vous arrivez à 9h du matin et vous devez jouer une mère qui a perdu son enfant, qui est le pire truc au monde qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de douleur plus grande. Il est 9h du matin... vous avez mal dormi, vous avez plein de soucis, vous devez vous mettre dans cet état, vous ne savez pas ce que c'est. Enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est que de perdre un enfant, heureusement.
Et vous devez le faire, et vous le faites. Et moi, je m'extasie toujours sur comment c'est possible, en fait. Mais donc, quand vous dites que vous avez construit votre personnage qui est tout à fait à l'opposé de vous... Pas à l'opposé, non, mais c'est... Ouais, enfin, je veux dire, vous n'avez jamais vécu ça. Ouais. Vous êtes allé voir des gens qui l'ont vécu ou vous le faites? Non, pas du tout. Ok. Non, ça passe pas par là. Je sais pas... De toute façon... Ouais, mais c'est très... De toute façon, c'est très mystérieux, hein, le métier d'acteur. Moi, je continue à essayer de comprendre comment ça marche et d'où ça vient et comment ça fonctionne. J'ai pas toutes les réponses, loin là, j'en ai quasi aucune. Et en fait, j'aime bien ne pas les avoir parce que il y a un mystère, je trouve, dans le fait d'être acteur, dans ce métier incroyable. Et j'aime bien que le mystère, finalement, il demeure. Ce que je sais, c'est qu'il faut avoir une capacité, contrairement à quand vous faites un film où il faut être dans un exercice de maîtrise vraiment extrême, parce que vous devez gérer 1000 trucs, on vous pose 400 questions par heure, et il faut que vous ayez des réponses à tout. Et acteur, pour moi, c'est vraiment l'énergie inverse, c'est-à-dire un lâcher-prise total et être à la disponibilité de la vision de quelqu'un. Pour moi, vous n'avez rien d'autre à faire que de servir en fait, la personne qui fait le film. Et c'est ça, c'est un lâcher-prise. C'est-à-dire vous n'existez plus en tant que vous-même, enfin vous-même n'est plus en question. Moi, je trouve, quand je joue, je ne sais plus du tout comment je m'appelle, si j'ai des enfants, où j'habite. Je deviens la personne... je deviens la personne qui a été écrite pour le film. Et sans m'en rendre compte, hein, ce n'est pas un processus conscient, mais voilà, c'est parce que c'est cet exercice de disponibilité totale. Avant de donner la parole au public, s'il y a des questions, juste une chose, qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce prix d'interprétation à Cannes? Ça a changé quelque chose? Disons qu'avant, des gens qui ne traversaient pas la salle pour venir me dire bonjour se sont mis à traverser la salle pour venir me dire bonjour dans les mois qui ont suivi, et puis après ça disparaît. C'est un prix qui est extrêmement prestigieux, ça c'est sûr. Donc je pense que ça vous apporte sûrement une certaine considération des gens du métier, mais c'est tout ce que ça a changé dans ma vie. Enfin, en fait, un prix, ça change pas grand-chose, je crois, dans une vie. C'est juste quand vous venez de l'avoir, là, tout le monde s'intéresse à vous, alors qu'avant, personne ne vous calculait. Et puis après, très vite, plus personne ne vous calcule. Et puis voilà, tout rentre dans l'ordre. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je ne sais pas s'il y a des micros qui se... Ça marche, oui. Bonsoir. Je voulais savoir si vous préfériez des scénarios originaux ou inspirés de livres, et quels enjeux, de votre point de vue professionnel, il y a sur l'adaptation littéraire, les points positifs et négatifs. En tant que réalisatrice? Oui. Merci. C'est une question très intéressante qu'on m'a jamais posée. Ne me regardez pas comme ça. Alors moi j'ai fait les deux, donc effectivement j'ai expérimenté les deux. Je trouve qu'il y a quelque chose... Alors écrire un scénario, c'est quand même vraiment très très dur. Et je trouve que même quand on a l'expérience, ça reste vraiment très très dur. Pour moi, c'est la partie la plus difficile, parce qu'en fait, on n'est jamais content, ça va jamais. Et moi, je suis perfectionniste, mais comme beaucoup de gens. Et donc, le scénario est une étape particulièrement difficile, parce qu'on sent toujours qu'on n'y est pas, mais on ne sait pas quoi faire pour atteindre une forme de perfection. Donc, c'est vraiment un objet extrêmement difficile à réussir. Après, quand vous partez de votre idée personnelle, c'est assez génial. Surtout que moi, en général, je vais faire une enquête sur le terrain. Enfin, je m'imprègne du réel, donc c'est à la fois une idée personnelle, et après, je vais nourrir mon idée du monde réel. Et ça, j'adore ça, comme je disais tout à l'heure. Enfin, c'est pas ici, mais j'adore ça. Et puis surtout, ça me permet de rencontrer des gens que je rencontre jamais, parce que quand même, je trouve qu'on est quand même vachement entre nous quand on fait du cinéma. On fréquente pas beaucoup d'autres mondes. Donc ça, j'adore ça. Et puis je suis habitée par mon idée, je suis habitée par ce que je raconte, et en général, je suis passionnée par ce que je raconte.
Une adaptation, en général, enfin moi c'est toujours comme ça que ça s'est passé, on est venu me proposer le livre. Moi j'ai jamais dit, tiens, je lis ce livre, j'ai envie de le faire et je vais... C'est toujours quelque chose qu'on est venu me proposer, et il y a ce terme un peu péjoratif qui dit un film de commande. En même temps, je me suis jamais lancée dans une adaptation sans être très intéressée, très passionnée par ce que raconte le bouquin. Mais pourquoi j'adore l'adaptation? Parce que c'est hyper ludique. C'est complètement une autre forme d'écriture, dans le sens où il y a plein d'idées qui sont déjà là. Alors moi j'ai une autre croyance, c'est qu'il ne faut pas adapter des grands livres, des très grands livres, il ne faut surtout pas y toucher, mais ça c'est ma croyance. C'est mieux d'adapter des livres qui ne sont pas des grands livres et dont on peut les amener ailleurs. Quand un livre est parfait, en fait j'ai même pas envie de le voir en film, moi. J'ai envie que ça reste un livre. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'idées qui sont là déjà, il y a les personnages qui sont là, mais que vous ne pouvez pas transposer un livre tel quel au cinéma, ça ne marche pas. Là je suis en plein dedans, donc je suis en train d'adapter un livre, donc je suis d'autant plus réceptive à votre question. Et ce que j'adore, c'est cette espèce de... C'est très ludique, parce que c'est comme un jeu de... Vous allez prendre cette matière, comment vous allez la transformer pour en faire un film, et en faire une matière à un film. Quels sont les choix que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous prenez pas? Qu'est-ce que vous gardez? Et après, qu'est-ce que vous inventez? Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas prendre... Il y a toujours des choses à inventer quand on adapte. Et donc, il y a à la fois quelque chose de plus léger, parce que honnêtement, le travail va plus vite. Je ne vais pas vous mentir, ça va quand même plus vite, parce qu'il y a déjà plein de matière qui est là. Et à la fois, vous avez aussi des choses à inventer avec quelque chose qui ne part pas de vous. Après, honnêtement, moi, je ne vais pas être habitée de la même manière par les films qui viennent d'adaptation que par les films qui sont sortis de mon cerveau. Mais souvent, je pense que cette distance, elle est profitable. C'est-à-dire, je pense que possiblement, je vais être meilleure parce que ça ne vient pas de moi. Parce que je dois m'approprier, que ce n'est pas ma matière. Et qu'en m'appropriant une matière qui n'est pas la mienne, je vais déployer dans mes choix, dans ma mise en scène, etc., des choses inhabituelles. Et je pense que possiblement, on est meilleur souvent. D'abord, il y a plein d'exemples de metteurs en scène qui ont fait des chefs-d'œuvre à partir d'adaptations. Et je pense qu'il y a cette distance aussi qui peut être un espace de créativité énorme, parce que c'est moins lourd. Enfin, on se sent plus détaché. Et du coup, on est certainement peut-être plus libre. Voilà. Mais meilleur ou plus efficace ? Hein ? Meilleur ou plus efficace ? Plus libre, donc possiblement meilleur. Okay. Une autre question ? Il y a une dame ici. Merci. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a frappée. Vous avez effectué une dissociation entre le personnage, donc l'acteur, et puis l'être humain qui l'incarne. Parallèlement, en tant que réalisatrice, vous avez quand même besoin d'être connectée à la réalité, de raconter une histoire qui vous touche, d'être en connexion, je dirais même, avec les acteurs que vous faites apparaître. Est-ce que vous diriez que c'est une capacité qu'ont tous les acteurs à se détacher complètement du personnage qu'ils incarnent? C'est-à-dire, c'est vraiment un métier. Vous disiez, on arrive à 9h, on repart à je ne sais pas quelle heure. C'est vraiment un métier, on ouvre une porte et on la referme sans avoir besoin d'être complètement habité, en fait, par ce rôle. Ouais, je pense qu'il y a 1000 façons d'être acteur, comme il y a 1000 façons d'être dentiste. Enfin, chacun sa méthode, etc. Moi, ce que je crois... Alors, une fois de plus, moi, je travaille toujours avec au moins une moitié de mon casting ne sont pas des acteurs. Mais en tout cas, si on parle que des acteurs professionnels, je crois qu'il y a certains types d'acteurs pour lesquels je ne suis pas faite et qui ne sont pas faits pour moi. Enfin, je pense qu'il y a des acteurs... par exemple, moi, les acteurs qui sont des prodiges, qui ont une technique incroyable, qui savent tout jouer, qui sont prodigieux, quoi, qui sont des virtuoses. Moi, j'adore ça comme spectatrice, mais j'aime pas tellement travailler avec eux. Parce que je préfère la fragilité, je préfère les choses moins définies, plus fragiles, plus mystérieuses, je sais pas comment dire.
Et pourtant, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai une passion, d'abord pour les acteurs anglo-saxons, qui souvent... En plus, j'ai travaillé avec une actrice étrangère, et donc j'ai vu... C'est vraiment très différent de chez nous, la façon de travailler. Des gens qui ont une technique, en fait, ils savent tout faire, vous pouvez tout leur demander, ils savent tout faire. Et à la fois, c'était génial pour moi, et à la fois, il me manquait quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi, souvent, c'est des acteurs qui sont extrêmement virtuoses, ils n'ont pas tellement envie de vous donner des choses d'eux. Parce qu'il y a et ils ont le droit. Moi, je pense qu'ils ont le droit de ne pas vouloir donner des choses d'eux. Mais moi, comme je vais vouloir les prendre des choses d'eux, ils ne vont pas être heureux avec moi et moi, je ne vais pas être heureux avec eux. Donc, je préfère toujours... je me sens bien, moi, avec des acteurs qui ont envie, à qui je peux... Enfin, où je peux aller voir vraiment au fond d'eux-mêmes. Je ne dis pas leur voler des choses parce que je ne vais rien leur prendre. Par exemple, Catherine Deneuve, c'est quelqu'un de très secret, d'assez pudique. Il ne faut pas vous dire, tiens, Catherine Deneuve, je vais aller lui voler quelque chose que personne n'a jamais vu. Non, parce que de toute façon, elle ne voudra pas vous le donner. Et si elle ne veut pas vous le donner, vous ne pourrez pas le prendre. Et moi, parfois, Catherine, je l'ai poussée assez loin, parce que Catherine, en fait, toute Catherine Deneuve qu'elle est, je lui parle comme à Rod Parado quand il faut. Mais en tout cas, tout ce que j'ai pu aller... chercher chez elle, c'est qu'elle a bien voulu me le donner. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, c'est pas que je veux voler des choses, mais je veux une forme de disponibilité totale, une fois de plus, de la personne humaine et pas de l'acteur, en fait. Peut-être une dernière question. Juste le temps que le micro arrive. À l'inverse, quand quelqu'un, un acteur ou une actrice vous donne tout, et peut-être trop, c'est à vous de freiner un peu en tant que réalisatrice? Moi, je dis qu'on ne donne jamais trop. Hein. C'est comme en amour, hein. Trop n'est jamais assez. Non, on ne donne jamais trop. Non. Tout ce qu'un acteur peut vous donner, vous allez le prendre parce que c'est merveilleux. De toute façon, vous attendez toujours tout d'un acteur. En fait, le matin, vous êtes angoissé quand vous êtes réalisateur. Vous êtes angoissé évidemment par votre mise en scène. Est-ce que vous allez mettre votre caméra au bon endroit? Est-ce que vous allez pouvoir filmer toutes vos scènes, etc. Mais moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est est-ce que l'acteur il va avoir envie de me donner quelque chose? Enfin, de me donner, pas à moi, de le donner au film, quoi. Et parfois, quand vous sentez qu'il n'a pas tellement envie de vous le donner, c'est une vraie souffrance, parce que là, du coup, ça va être un peu une bataille. Mais quand vous avez un acteur comme moi, la relation que j'ai avec Benoît, elle est comme ça, Benoît Magimel, je sais qu'il va tout me donner, tout ce que je veux, il va me le donner. Ça, c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec lui, c'est que c'est très agréable, parce que c'est une relation de confiance et qui fait que... Mais il y a toujours cette angoisse, bien sûr, chez les réalisateurs, qui est est-ce que les acteurs vont être là où vous les avez rêvés, en fait. Et même, on attend toujours qu'ils soient, même qu'ils nous emmènent là, dans des endroits qu'on n'avait même pas imaginés. Ça, c'est des plaisirs, c'est vraiment les plus grands plaisirs de réalisateurs. C'est quand des acteurs, tout d'un coup, ils vous emmènent une scène, mais vous ne l'aviez même pas imaginé à l'endroit où ils l'emmènent. Et donc, ils transcendent complètement, grâce à leur présence, grâce à ce qu'ils veulent bien donner d'eux, ils transcendent complètement votre travail. Et ça, c'est merveilleux. Et du coup, vous avez beaucoup d'angoisse quand vous êtes actrice, parce que vous savez ce que le réalisateur ou la réalisatrice attend de vous. Ouais, en tout cas, je donne vraiment le meilleur de moi-même et sans compter. Après, je fais avec mes limites aussi, enfin, j'en ai. Après, des réalisateurs qui ne sont pas très exigeants avec les acteurs. Hein. Voilà, pardon, j'ai... Oui, bonsoir. Enfin, Bonsoir. Je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport à la chirurgie esthétique chez les femmes d'un certain âge. Et vous travaillez beaucoup avec Catherine Deneuve. Et je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ça. Enfin... Voilà. C'est ce que je disais, ça a été une grande question pour moi. Parce que quand j'ai écrit ce film pour elle, pour moi, il était essentiel Bon, c'est quelqu'un qui a évidemment fait des choses à son visage, et puis depuis longtemps, mais qui l'a fait quand même de façon plutôt harmonieuse, même si... c'est évident qu'elle a fait des choses, mais enfin, je veux dire, elle n'a pas l'air d'avoir non plus 35 ans. Mais quand même, cette question-là, j'ai voulu la prendre en compte dès mon premier film. Et quand j'ai écrit pour elle, je me souviens qu'on s'était dit, au scénario, il faut inclure le fait
il y a quelque chose, il lui est arrivé quelque chose qui fait qu'elle a dû toucher à son visage et tout. Donc ça a été inclus. Et après, elle a toujours joué pour moi des personnages où c'est possible qu'elle ait fait, quel est le visage qu'elle a aujourd'hui. C'est crédible dans les personnages qu'elle incarne. Voilà, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est de toute façon j'écris pour elle, donc je prends ça en compte. Et une fois de plus, ça reste d'une certaine manière quand même naturel. Moi, je vous parle plutôt d'actrices, surtout américaines, qui ont vraiment l'air d'avoir 40 ans, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une ride, les joues, elles sont complètement... C'est plus des personnes vraiment réelles, c'est un peu des je sais pas comment appeler ça. En fait. Des marionnettes. Oui, enfin et là du coup vous voyez, vous savez pas comment filmer ça. Puis une personne de 60 ans, elle n'a pas l'air d'avoir 35 ans, donc je pense que je serais complètement perdue avec ça. Donc oui, je suis tout à fait consciente de ce paramètre-là chez Catherine Deneuve, mais ça n'a jamais été un frein ou un obstacle pour moi parce que je l'ai toujours pris en compte. Et puis qu'une fois de plus, c'est pas quelqu'un non plus qui comment dire, même si elle est évidemment splendide, elle reste tout à fait splendide, mais c'est pas quelqu'un qui nous fait croire qu'elle a 40 ans, quoi. Je pense que peut-être on va s'arrêter là. Je sais pas, hein, je regarde tout le monde. S'il y a une question vraiment urgente, évidemment, je vous donne le micro pour une dernière question. Sinon, je vous propose peut-être qu'on regarde le film. Merci infiniment, Emmanuelle Berco. Merci beaucoup.